On va parler de ce qu'on a appelé recherche, qui est aspect de la recherche clinique. Et donc, la première présentation est celle d'Édouard Gérard de Grenoble, qui va nous parler d'un sujet qui n'est pas souvent traité, et qui n'est en tout cas pas facile, qui est celui de ce qu'on peut appeler le décès évitable, la mortalité évitable, en parlant du réseau qui a été développé dans la région de Grenoble, entre cinq. Messieurs les académiciens, chers maîtres, chers confrères, j'ai l'honneur de vous présenter donc ce travail sur la mortalité évitable que nous avons réalisé en collaboration avec le service d'anesthésie et réanimation du CHU de Grenoble, le service de chirurgie digestive et d'urgence du CHU et le réseau nord-alpin des urgences. C'est une introduction, on a déjà parlé, mais le polytraumatisme est responsable de la première cause de mortalité chez les personnes de moins de 40 ans. L'objectif est donc d'améliorer la prise en charge, de réduire la mortalité. C'est un des objectifs du programme de la TLS, on l'a vu, et j'en parle parce que ça va nous servir de base ensuite pour notre étude. Donc l'objectif, c'est de faire des protocoles pour systématiser la prise en charge à toute l'échelle, que ça soit du pré-hospitalier, avec aussi un triage optimal, ou alors de la prise en charge hospitalière, avec les différents services, déchocage, chirurgie, réanimation, etc. Donc nous avons la chance d'avoir le réseau nord-alpin des urgences avec une branche, le chrono, Pierre vous en parlera ensuite, qui est dédié aux urgences traumatiques graves. Il s'agit donc du seul trauma système de France et il permet donc un regroupement des trauma centers de niveau 1 à 3 pour pouvoir orienter de façon directe les traumatisés vers le trauma center adapté à leur situation. Il permet également d'avoir une base de recueil de données prospectives qui va nous permettre ensuite de pouvoir juger la qualité en faisant des études. L'avantage que nous avons tiré par rapport au reste de la France sur l'étude FIRST, qui est une cohorte française récente, montre que le temps de transfert est diminué de 50% et que la mortalité est inférieure, 12% versus 17% dans le reste de la France. Donc les objectifs de notre étude sur la mortalité évitable, c'était d'abord de pouvoir déterminer quels patients étaient morts de façon évitable, donc analyser cette mortalité. Et donc, si on parle de mortalité évitable, on parle bien sûr d'erreurs, et donc il fallait déterminer ces erreurs, mais aussi les classer. Donc on en parlera ensuite, mais la classification de la mortalité a été faite en 3 groupes, les morts évitables, les morts potentiellement évitables, et les morts non évitables. Et puis pour classer les erreurs, donc beaucoup de choses ont été faites dans la littérature, mais pour avoir un standard, nous avons pris une classification qui a été faite en 2005 par une société américaine, la JCHO, qui classifie les erreurs en 5 catégories: l'impact, le type, le domaine, la cause et la prévention. Ces 5 catégories vont pouvoir nous permettre de pouvoir comparer nos résultats avec les autres données de la littérature. Donc nous avons réalisé notre étude entre janvier 2009 et décembre 2014. Parmi tous les patients inclus dans le registre Treno, nous avons récupéré les patients décédés à partir de la prise en charge hospitalière jusqu'à la fin d'hospitalisation. Étaient donc exclus les patients non traumatisés, quand même inclus dans le registre, c'est-à-dire les patients noyés, avalanchés ou brûlés, qui sont dans ce registre mais qui n'avaient pas de traumatisme. Les patients décédés avant l'arrivée des équipes SMUR étaient également exclus, et les patients décédés après la sortie de l'hospitalisation également. Afin d'identifier les erreurs, nous avons créé un comité de 2 anesthésistes et 2 chirurgiens, donc un senior, un junior dans chaque spécialité, et nous avons, à partir d'une combinaison d'éléments, identifié les erreurs. Donc les éléments étaient les comorbidités du patient, les conditions physiologiques à l'arrivée, les lésions initiales, et à partir de ça, à partir des guidelines de l'ATLS, à partir aussi des dossiers de revue de morbimortalité du service, nous avons identifié les erreurs et classé les patients en 3 groupes. Donc le groupe décès évitable, c'est les patients qui présentaient une ou plusieurs erreurs évitables. Les patients décès potentiellement évitables, une erreur potentiellement évitable, et les décès non évitables, c'est lorsqu'il n'y avait pas d'erreur a priori. Donc 7484 patients traumatisés ont été inclus.
Parmi eux, 503 patients décédés, donc soit 6,7% de mortalité, classés en 72 patients potentiellement évitables, enfin, décès potentiellement évitables, pardon, 36 décès évitables et 395 non évitables. Le groupe potentiellement évitable et évitable représente 21% des décès traumatiques et 1,4% des patients qui étaient pris en charge. Donc à propos de la population, 366 hommes, 73%, l'âge médian était de 55 ans. Donc voici le mécanisme de l'accident. 44% étaient des accidents de la voie publique, tout accident confondu, piétons, moto, voiture, etc. 6% étaient des traumatismes pénétrants, 44% des chutes et 6% des collisions, notamment des collisions chocs frontaux à ski et dans les sports de montagne. Donc si l'on regarde les causes du décès, donc vous avez les différentes causes qui sont listées, on constate pour tous les décédés, la première cause de décès sont les lésions du système nerveux central avec 66%. Deuxième cause, ce sont les chocs hémorragiques. Si l'on regarde maintenant le groupe des patients des décès évitables et potentiellement évitables, le rapport change avec les lésions de choc hémorragique qui sont responsables de cause du décès dans 56% des cas, alors que les lésions du système nerveux central, 18%. Si l'on regarde ensuite les décès évitables au cours du temps, on constate donc que le nombre de patients pris en charge au cours de l'étude était à peu près similaire dans toutes les années. La mortalité oscillait entre 5 et 8% en fonction des années. Et ici, vous avez donc représenté en bleu les décès évitables, en gris les décès potentiellement évitables. Et donc, même si on a l'impression d'une différence, donc avec une réascension ces dernières années, peut-être dû à une meilleure exhaustivité avec les mortalités qui sont mieux détectées. Donc, ce tableau, c'est nos erreurs qui ont été classées initialement selon notre classification. Nous avons classé donc en préhospitalier, en hospitalier et en erreur globale. Pour les erreurs préhospitalières, donc on note des erreurs de triage, un temps préhospitalier jugé excessif et quelques décès sur mauvais traitement. Pour les erreurs en hospitalier, le principal des points, c'était les mauvais diagnostics ou les diagnostics tardifs. Quelques erreurs avec des scanners chez des patients instables, et puis quelques traitements jugés mauvais. Et ensuite, les erreurs globales, c'est-à-dire soit en préhospitalier, soit en hospitalier, soit un mauvais contrôle des voies aériennes supérieures. Les omissions de procédures essentielles, c'était des mauvaises procédures de damage control. Et ensuite, les erreurs ont été classées donc, selon la fameuse classification JCHO, donc plusieurs sous-types, sous-catégories de cette classification. Premièrement, le type d'erreur. Donc, le type d'erreur est divisé en trois: la communication, la prise en charge du malade et la performance clinique. Pour la communication, les principales erreurs, c'était des informations incomplètes ou des mauvaises communications. Concernant la prise en charge des patients, c'était plutôt l'utilisation des ressources qui étaient discutables. Et puis, par rapport aux performances cliniques, on a déjà parlé, et c'était surtout des problèmes diagnostiques, avec des retards diagnostiques ou des patients qui, avec une seule lésion diagnostiquée et une lésion qui était passée inaperçue. Pas mal aussi de patients qui avaient des procédures jugées correctes, mais réalisées dans des délais qui sont trop importants. Autre sous-catégorie de la classification, le domaine de l'erreur. Donc on constate les différents endroits où ont été commises les erreurs, donc les urgences, le déchocage, les salles opératoires, salle d'embolisation, en préhospitalier ou alors en réanimation ou aux soins intensifs. Les erreurs étaient commises la majeure partie du temps par les médecins. Quelques erreurs qui sont communes, les 5 ici sont communes avec les médecins, c'est des ablations accidentelles de cathéter qui étaient difficiles à reposer.
Et puis les cibles étaient soit diagnostiques, soit thérapeutiques. Dernière sous-catégorie, les causes d'erreur, donc divisées en 3, soit l'organisation, soit les problèmes techniques, soit les défaillances humaines. Concernant l'organisation, c'était souvent des problèmes de procédure, de protocole. Quelques erreurs techniques sur l'obsolescence de matériel, sur des équipements qui ont dysfonctionné. Et puis les problèmes humains, donc outre les problèmes liés aux patients, surtout les problèmes liés aux praticiens, avec des fois des délais non respectés, des connaissances qui ont conduit à des erreurs. Alors pour conclure, la mortalité évitable elle existe toujours malgré le trauma système. Donc les principales causes que nous avons répertoriées sont des problèmes de délai, donc soit préhospitaliers, soit des délais de diagnostic, des problèmes aussi de communication. On inclut le triage dans ces causes, et puis pas mal d'omissions de procédures de damage control. Donc les perspectives, c'est bien sûr d'avoir un retour d'expérience pour les différents praticiens du réseau, permettre de débriefer et de cibler les différents points améliorés par sous-catégorie de praticiens. Et nous sommes en train d'essayer, à partir de cette étude, d'identifier les facteurs de risque de mortalité évitable. Donc on est en cours d'analyse statistique. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut peut-être ouvrir la discussion sur ces décès évitables en pratique civile. Et si vous avez des questions. Vous avez une question, justement? Yes. Pardon. Merci beaucoup, donc très intéressant. Est-ce que vous avez fait une classification en fonction non pas des opérateurs et des opérations, on va dire, et du système, mais en fonction de la lésion elle-même? Est-ce que par exemple, vous savez, parce que par exemple, en traumatologie de guerre, on parle beaucoup de décès évitables, donc l'hémorragie qui est un décès évitable, de pneumothorax compressif, etc. Est-ce que de votre côté, vous avez cette classification? On a uniquement classifié selon la cause de décès. Donc, enfin, il n'y a pas forcément en fonction de l'organe, mais les causes respiratoires, les causes hémorragiques, les causes neurologiques. On n'a pas étudié organe par organe ou lésion par lésion. Merci. Avez-vous étudié la mortalité évitable en fonction, dans la région qui est la vôtre, en fonction de la golden hour, en fonction du temps? Oui. C'est-à-dire du moment, pour ceux qui ne maîtrisent pas, en fonction du temps qui existe entre l'impact et l'accès à une table d'opération. Bien sûr. En fait, donc, grâce au réseau, nous avions les informations des timings précis sur l'heure de l'appel, l'heure de l'arrivée des premiers secours, l'heure du départ du secours et l'heure d'arrivée à l'hôpital. Donc grâce à ça, nous avons pu, dans les erreurs évitables, déterminer quelles erreurs étaient dues au non-respect de cette golden hour. Lorsque c'était des problèmes dus à un temps de déplacement trop long, sur une indisponibilité matérielle hélicoptère, sur un patient qui a été récupéré loin dans la montagne, nous avons considéré que ce n'était pas une erreur évitable. Par contre, lorsque la médicalisation était trop longue avant le départ sur place, là nous avons considéré que c'était une erreur évitable. Pareil, dans les procédures de mauvaises procédures de damage control, nous avions considéré que les durées de chirurgie, damage control, laparotomie écourtée, devait durer 1 heure ou moins. Et si ça durait trop longtemps, on considérait, et que le patient mourait, on considérait qu'il y avait une défaillance aussi. Avant les années 2000, aux États-Unis, ils ont publié To Err is Human, et ils avaient montré sur plusieurs dizaines de milliers de décès évitables en chirurgie et en médecine de façon globale, pas en traumato, que 50% étaient liés à des défauts de communication entre les gens ou les équipes. Qu'en pensez-vous? 50%, enfin, dans ce que l'on a répertorié, 50% ça me paraît beaucoup, puisque là, il y a quand même beaucoup de protocoles, beaucoup de protocoles systématiques qui sont faits pour que, avec la communication minimum, les équipes puissent s'entendre et puissent coordonner comme il faut. Mais c'est vrai qu'on a constaté quand même des problèmes de communication
sur des patients qui étaient, on va dire, en stand-by par la préhospitalisation, enfin, par l'équipe du SAMU, parce qu'ils ne savaient pas où être orientés, parce qu'il y avait un mauvais bilan qui avait été fait initialement, et donc le responsable du triage ne savait pas où envoyer, et donc même entre équipes chirurgicales et anesthésiques. Et donc c'est vrai qu'on a essayé de répertorier ces erreurs, même si c'est plus difficile à identifier. Merci beaucoup.